Les prières et les hommages se sont donc multipliés dans 14 pays de l'océan Indien il y a 10 ans, jour pour jour. Le tsunami a sidéré le monde entier, tuant plus de 220 000 personnes, principalement en Indonésie, au Sri Lanka et en Thaïlande. Les cérémonies ont été à la hauteur de l'un des plus grands cataclysmes de l'histoire moderne. Marie-Laure Bonnemain. En Asie, on appelle cela des lanternes célestes. Elles étaient des centaines à s'envoler dans le ciel thaïlandais. Des centaines de points lumineux dans la nuit pour chaque victime emportée en ce jour de décembre 2004. Si nous sommes là aujourd'hui pour se lâcher de lanternes, c'est pour dire à tous les êtres chers que nous avons perdus qu'ils nous manqueront pour toujours. 1, 2, 3. À quelques kilomètres de là, au mémorial de Khao Lak, des centaines de familles se sont rassemblées, chandelles à la main, devant ce bateau, symbole de la puissance du tsunami. Il fut projeté par la vague à près de 2 km dans les terres. Toute la journée sur des plages, beaucoup d'étrangers. En Thaïlande, la moitié des victimes étaient des touristes en vacances. Tous sont venus pour se recueillir, ensemble. Je ne m'attendais pas à être aussi bouleversée 10 ans après. Je suis déjà revenue plusieurs fois, mais là, c'est différent. On est tous en communion. Commémoration également en Indonésie, en Inde et au Sri Lanka, où ici, c'est à l'endroit précis où un train a été emporté par une vague géante que les cérémonies ont eu lieu. Il y avait plus de 1500 personnes à l'intérieur. Quand la première vague est arrivée, j'étais assis là et l'eau est montée jusqu'à mes jambes. J'ai vu beaucoup de gens et de voitures emportés par la vague. 10 ans sont passés, mais aujourd'hui pour beaucoup, c'était comme si c'était hier. Et nous retrouvons justement notre envoyé spécial en Thaïlande, Louis Milano Dupont. Bonsoir, vous êtes à Khao Lak. C'est une zone qui avait été totalement dévastée. C'est aussi là que la plupart des 95 touristes français avaient trouvé la mort. Louis, vous avez assisté aux cérémonies et ce qui est frappant, c'est l'émotion étonnamment forte qui subsiste 10 ans après. Oui, les cérémonies se sont déroulées devant cette vedette de la police qui est venue s'échouer ici à 2 km des côtes et qui témoigne, et qui impressionne toujours et qui témoigne de la violence de ce tsunami. 10 ans plus tard, les familles de victimes, les rescapés, ont été replongés dans l'enfer de ce raz-de-marée qui leur a pris leurs proches. Certains ne les ont jamais retrouvés. Aujourd'hui, toujours près de 400 corps n'ont pas été identifiés. Ils sont enterrés dans un cimetière où on peut voir des centaines de tombes avec de simples matricules. Nous y avons d'ailleurs rencontré un couple d'Allemands. Ils ont perdu leur fils, ils ne l'ont jamais revu, ils ne l'ont jamais retrouvé et ils reviennent ici chaque année, une façon, nous ont-ils dit, de rester proche de lui, de ne pas oublier. Un deuil impossible et difficile aussi pour les Thaïlandais. Ce soir, ils étaient nombreux sur les plages pour rendre un dernier hommage à leurs proches et s'ils n'ont pas l'habitude de montrer leur émotion, en échangeant avec eux, l'on sentait encore une très grande tristesse. Merci beaucoup Louis, en direct de Thaïlande. Alors, on l'a dit, le nombre de morts, plus de 220 000, est vertigineux. La vague a atteint plus de 30 mètres par endroit et la puissance de l'eau a tout emporté sur son passage. Retour sur les faits avec Pierre Grange. Ils ont ressenti le tremblement de terre, sont restés un temps hagards et personne ne s'est inquiété. Qui aurait pu imaginer qu'une telle vague allait ensuite déferler en ville? À ce moment-là, le phénomène du tsunami est largement méconnu. 170 000 Indonésiens meurent noyés. Quelques rescapés réussissent à s'accrocher et deviennent prisonniers d'une île de débris. Au même moment, 500 km plus loin, en Thaïlande, les habitants et les touristes arrivent à la plage. Et 1 heure plus tard, le tsunami leur réserve le même sort. L'information n'a pas eu le temps de leur arriver et aucun centre d'alerte international n'a encore décelé le tsunami à cette heure-ci. Les remous de la mer au loin ne font donc pas fuir les vacanciers. Le mur d'eau avale les baigneurs, inonde les plages et engouffre les hôtels par vagues successives. Ceux qui se croyaient sauvés se retrouvent fauchés par la vague suivante. Le séisme s'est produit juste avant 8 h du matin. Le tsunami qui s'ensuit frappe l'Indonésie à 8 h 30, la Thaïlande et la Birmanie à 9 h 30 et à 10 h, l'Inde et le Sri Lanka. Le Sri Lanka, à 1500 km de l'épicentre du séisme. Ici, la vague est moins puissante, moins rapide, plus progressive, mais reste tout aussi meurtrière. L'île déplore 31 000 morts. Juste après le drame, 1 700 000 personnes ont été déplacées au Sri Lanka. On vient d'en parler, la catastrophe a fait plus de 30 000 morts et les rescapés ont dû très vite recommencer à vivre parmi les cadavres. Rabat Aïta Madouche et Guillaume Aguerre ont rencontré une famille française qui s'en est sortie à l'époque, notamment grâce à l'aide des habitants. Écoutez leur témoignage.
l'hiver, quand la couleur de la mer est un peu sombre, suite aux tempêtes, qu'elle broie des débris, des bouts de bois et tout, c'est vrai que ça ravive les souvenirs de ce que l'on a vécu pendant le tsunami. Il y a quand même des blessures qui remontent. 10 ans après, Anne Escola n'a rien oublié du 26 décembre 2004. Est-ce que vous vous rappelez? Avec son mari Stéphane et ses 2 enfants, Baptiste et Corentin, 7 et 3 ans à l'époque, elle passe ses vacances de Noël à Mirissa, une plage paradisiaque du Sri Lanka. Ce matin-là, elle se trouve dans son bungalow avec ses 2 fils, tandis que son mari est parti surfer. Et puis après, c'est le chaos, tout qui s'est écroulé, tout qui s'est effondré. Nous avons été emportés dans cette espèce de torrent d'eau crasseuse et noire avec des débris dans tous les sens. Baptiste et Corentin sont emportés par les flots, mais heureusement, 2 jeunes Sri Lankais héroïques les arrachent à la mort avant de les mettre à l'abri. Une image qui m'a marqué particulièrement, c'est que pendant que je sortais la tête hors de l'eau, il y a une mère qui elle était debout dans son jardin avec de l'eau et devant elle, dans ses bras, il y avait sa fille qui avait pris le toit de la maison sur elle et qui était morte. Stéphane, le papa surfeur, arrive miraculeusement à s'en sortir en nageant vers le large. On a réalisé que vraiment on était miraculés, quoi. C'est juste l'instinct de maman et de survie qui prévalait. Pour dépasser ce traumatisme, comme un rituel, la famille Escola revient chaque année au Sri Lanka saluer ceux qui leur ont sauvé la vie, leur famille du bout du monde, comme ils les appellent. Et l'on s'en souvient, cette tragédie avait provoqué une solidarité sans précédent. 11 milliards d'euros de dons ont été récoltés au niveau mondial, dont 440 millions rien que pour la France. L'aide aux sinistrés a été aussi pour certaines familles victimes une façon de se reconstruire. Elisabeth Zana a perdu sa fille unique sur l'île de Koh Phi Phi en Thaïlande. Non loin de là, elle a décidé de fonder une école où se sont rendus nos envoyés spéciaux Thibaut Malandrin et Bernard Garny. En 10 ans, Elisabeth Zana a appris à se réconcilier avec l'océan Indien. Celui qui, le 26 décembre 2004, lui a pris sa fille unique de 35 ans, Natacha, qui passait les fêtes de fin d'année sur l'île de Koh Phi Phi. Pour ne pas sombrer, Elisabeth et son mari ont rapidement voulu poursuivre l'un des combats de Natacha, l'aide aux enfants défavorisés. C'était complètement évident qu'on ne pouvait que continuer pour donner une raison d'être à ce qui n'en a pas. Perdre son enfant et perdre son enfant unique, ça n'a pas de sens. Avec Carole Cédillo, la marraine de sa fille, Elisabeth a créé en août 2005 l'école de Natacha pour venir en aide aux enfants dont les parents étaient morts lors du tsunami. L'établissement était alors à l'abandon et voué à la fermeture. L'école permet aujourd'hui à des orphelins, des enfants malades ou en situation difficile d'être scolarisés. Alors il m'appelle Kunyai. Kunyai. Ce qui veut dire Madame Mamie. Et je trouve ça génial. Ce jour-là, les élèves du cours de musique jouent pour Elisabeth le dernier morceau qu'ils ont appris, la Marseillaise. Si l'État thaïlandais contribue aujourd'hui au bon fonctionnement de l'école, l'association continue de financer le salaire de certains professeurs, les uniformes ou encore les ordinateurs. Sans Natacha School, la plupart de ces enfants n'iraient pas à l'école et travailleraient dans les champs. Je me sens bien ici. L'école est près de chez moi et j'aimerais vraiment y rester jusqu'à la 6e. Je veux remercier Mamie Elisabeth de me permettre d'étudier et d'aller à l'école. Elle en a fait tellement pour nous et pour cette école. Quand je vois ces enfants, je me suis vraiment profondément émue. Et pour moi, c'est vraiment le sourire de Natacha qui continue au quotidien. Je les vois heureux, je les vois épanouis. Ils ont désormais, au niveau de l'école, vraiment tout ce dont on peut avoir besoin dans une école dans la campagne. Quelques 300 enfants sont passés par Natacha School 10 ans après sa création. Certains sont aujourd'hui à l'université, d'autres s'apprêtent à y entrer.
Une vraie fierté pour ces enfants originaires des campagnes thaïlandaises et qui n'ont pas d'habitude accès à ce type d'éducation. Une fierté également pour Elisabeth Zana qui lui donne l'énergie de continuer pour les enfants d'aujourd'hui et ceux de demain. Alors au-delà de l'émotion, quelles leçons ont été tirées depuis 10 ans? On le sait, à l'époque, aucun système d'alerte n'avait correctement fonctionné. Depuis, les pouvoirs publics de la région ont réformé la surveillance de tels phénomènes. Louis Milano Dupont et Constantin Simon sont retournés en Indonésie, à Banda Aceh, la région de loin la plus touchée par le séisme. Dans les écoles de Banda Aceh, à tout moment, les élèves peuvent être confrontés à une alerte au séisme et au tsunami. Allez les filles, dépêchez-vous, les garçons, maintenant c'est à vous. En quelques minutes, les enfants évacuent leur salle de classe et l'exercice commence. Certains sont en charge de jouer le rôle des blessés, d'autres de les soigner. Ils font partie de l'unité médicale, formée aux gestes de premier secours dès l'école primaire. Si un séisme se produit, il faut que nous soyons capables d'aider les autres et pas seulement de se sauver soi-même. La détermination de ces élèves est le résultat des nouveaux programmes d'éducation dans la région d'Aceh. En 2004, le tsunami a tué près de 170 000 personnes et n'a pas épargné les enfants. Dans notre ancienne école, nous avions 750 élèves avant le tsunami. Seuls 37 ont survécu. Personne ne nous avait appris comment fuir. Et nous n'avions jamais entendu parler de tsunami. La prévention dans les écoles, mais aussi une meilleure surveillance. À Jakarta, ce nouveau centre d'alerte au tsunami observe en permanence le littoral et l'activité sismique de la région. Attention, tremblement de terre détecté il y a 92 secondes. Ça arrive souvent en une journée. Nous avons 5 à 6 tremblements de terre inférieurs à une magnitude de 5. Aujourd'hui, plus de 160 nouvelles stations sismiques réparties sur tout le territoire indonésien permettent de remonter en temps réel la moindre secousse. Aujourd'hui, en moins de 5 minutes, on peut alerter la population. C'est un gain de temps très précieux pour faire évacuer les gens. Sur les côtes de Banda Aceh, l'alerte doit être relayée par ces sirènes. Des panneaux indiquent désormais la direction des points les plus hauts. Et en dernier recours, 4 bâtiments d'évacuation comme celui-ci ont été construits pour se réfugier. En 2004, l'absence totale de prévention a lourdement aggravé le bilan humain ici à Aceh. Mais en 10 ans, des réflexes de sécurité ont été transmis à la population qui reste toujours très exposée dans une zone particulièrement sismique.